suis très heureuse d'accueillir tout le monde pour ce troisième webinaire sur la thématique de la fratrie dans le cadre de ce colloque autour de l'AVC de l'enfant. Nous allons avoir le plaisir ce soir d'entendre l'intervention de Régine Selle. Je vais faire un petit partage d'écran pour présenter les invités et les intervenants de ce soir. Est-ce que là, vous voyez? Oui, on voit très bien. Merci. Régine Selle est professeure de psychopathologie à l'Université Paris-Nanterre dans le laboratoire de recherche CLIPSID, Clinique Psychanalyse Développement. Elle est aussi psychologue clinicienne en service de soins et éducation spécialisée. Peut-être, Régine, tu en diras un peu plus. L'auteur de nombreux ouvrages, chapitres d'ouvrages, articles scientifiques aussi autour du handicap, entre autres, et de la fratrie. Je vous ai mis quelques exemples d'ouvrages écrits et coécrits par Régine Selle. Et puis, nous aurons ensuite l'intervention de représentants de 3 associations. Donc avec Madame Le Cellier pour les APF 53, Madame Mauboussin pour l'association Les Pachas et Madame Jaubert pour l'association L'Envol. Régine a indiqué tout à l'heure la possibilité de poser des questions dans le chat pendant son intervention. Et si des questions me semblent intéressantes au moment où elle intervient, eh bien, elle nous a donné la consigne de pouvoir intervenir et l'interrompre pour que ces questions puissent être discutées en direct. Nous aurons aussi bien sûr un temps de discussion à l'issue de l'ensemble des présentations et ce temps de discussion sera tout à fait bien agrémenté par les dessins faits par Éric Appéré qui va suivre avec attention l'ensemble des échanges. Qui vient mettre avec beaucoup de bienveillance du sourire aussi dans ces thématiques qui parfois sont un peu plus difficiles ou un peu plus chargées au niveau émotionnel. Je vous propose de donner tout de suite la parole à Régine Selle. Si vous avez des questions, vous pouvez les indiquer donc dans la barre de chat. Je vous souhaite en tout cas à tous une très bonne soirée pour ce troisième webinaire. Donc bonsoir à tout le monde. Merci de l'invitation. C'est pour moi toujours un grand plaisir et un grand intérêt de pouvoir rencontrer des professionnels et des familles. Donc moi, je suis professeure à l'université, comme Aubeline Vinet l'a dit, et je suis aussi psychologue clinicienne dans un service de soins et d'éducation spécialisé à domicile. Alors, dans le cadre de ma profession, j'ai eu et j'ai encore de façon très ponctuelle des interventions au domicile des familles et c'est évidemment lors de ces interventions au domicile des familles que la question de la fratrie m'est apparue comme centrale, à la fois dans deux directions.
et j'espère pouvoir en rendre compte hein, dans cette conférence ce soir, à la fois dans la prise en compte de ce que vivent les petits frères et sœurs ou les grands frères et sœurs suite à la découverte d'une pathologie chez un des enfants de la famille ou l'existence d'une pathologie chez un enfant de la famille si c'est un puîné, mais aussi, et c'est mes travaux peut-être un peu plus récents, sur la manière de prendre en compte la dimension du fraternel chez l'enfant en situation de handicap. C'est-à-dire que souvent, on pense l'enfant avec une déficience. Alors, dans le cas des enfants dont nous parlons ce soir suite à un AVC, que cet enfant ne soit pas uniquement pensé comme fils ou fille d'un papa et d'une maman, mais aussi comme frère ou sœur, copain, copine des enfants de l'école. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, ce soir, je veux vous parler, et tout ce que je vous dirai, vous devez l'entendre à la fois du côté des frères et sœurs de l'enfant qui a eu un AVC et de l'enfant avec un AVC. C'est-à-dire que si en sortant de cette conférence, professionnels et parents, vous avez dans l'idée que prendre soin de ce qu'il en est des liens fraternels du côté de l'enfant qui a fait un AVC, eh bien c'est très 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 important pour son devenir. C'est très très important pour qu'il puisse vivre en particulier les inclusions à la crèche, en halte-garderie, le mieux possible. Alors, pour ce qui nous concerne particulièrement ce soir, qui sont les AVC des enfants. Alors, moi, dans ma pratique clinique, j'ai plutôt eu des AVC en anténatal ou en périnatal, puisque je travaille plutôt avec des tout petits. Mais par contre, j'ai une grande expérience dans ma pratique d'enfants qui allaient bien et qui ont eu soit une méningite, soit un accident, soit enfin quelque chose qui fait que d'enfants qui va bien, ils sont devenus enfants avec des difficultés diverses et variées. Voilà. Donc, je vais maintenant commencer ma présentation. Alors, peut-être encore avant de commencer ma présentation, souvent les parents et parfois les professionnels, mais souvent les parents me disent qu'est-ce que vous nous conseillez pour que ça se passe le mieux possible pour les frères et sœurs et pour l'enfant dans ses relations avec ses frères et sœurs. J'insiste beaucoup là-dessus. Et la réponse que je fais tout le temps, et je suis psy, c'est pas psychologue, c'est pas pour rien. La meilleure réponse qu'on puisse faire, c'est écouter l'enfant, parler avec lui, l'aider à parler et créer les conditions pour que les enfants parlent ensemble. Voilà, donc écouter les enfants, parler avec les enfants, pas devant les enfants, mais avec les enfants. Et troisièmement, favoriser au maximum la possibilité pour les enfants de parler entre eux. Voilà, donc ça c'est vraiment je dirais le fondamental pour moi de ce que je veux vous dire ce soir. Alors, est-ce que c'est bon là? Est-ce que vous voyez le diaporama? Alors oui, on voit le diaporama et là, il est en plein écran. Donc Très c'est bien. bon, d'accord, Ouais. ok. Alors, la première diapo rappelle quelque chose de très très important. Et peut-être que dans ces 3 points, pour moi, le plus important, c'est le troisième. Les relations fraternelles, elles sont données par les parents. Hein, on ne choisit pas ses frères et sœurs.
c'est les parents qui ont choisi d'avoir un enfant, 2 enfants, et ça, c'est très important. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas responsable, ni à l'origine, de la naissance de ses frères et sœurs. Alors évidemment, c'est toujours important, mais quand l'enfant déclenche une maladie, c'est encore plus important de rappeler aux enfants qu'ils ne sont pour rien dans la naissance de leur frère ou de leur sœur, et encore plus, évidemment, dans le fait que l'un des enfants ou que l'enfant a un problème de santé. Donc, c'est donné par les parents. C'est donné par les parents, donc je ne choisis pas mes frères et sœurs, mais parmi mes frères et sœurs, eh bien, il y en a avec qui j'ai plus d'affinité qu'avec d'autres. C'est pas vrai que tous les frères et sœurs s'aiment. Il y a des périodes de la vie où ils se détestent allègrement, et vous qui êtes dans la salle, réfléchissez aux relations que vous entretenez avec vos propres frères et sœurs, et vous savez qu'il y en a avec lesquels le courant passe, d'autres avec lesquels le courant ne passe pas. Et vous savez aussi, parce que j'imagine que vous l'avez vécu dans votre propre fratrie, vous pouvez être très, très en lien avec votre petit frère ou petite sœur dans l'enfance, vous en éloigner à l'adolescence, vous fâchez quand vous avez 30 ans et vous réconciliez quand vous en avez 60. C'est-à-dire c'est des liens électifs et évolutifs. Alors ça, c'est très important parce que ça fait partie de l'importance du lien fraternel, d'apprendre à vivre en groupe et dans ce groupe, avoir des préférences entre un tel ou un tel. Alors, c'est très important parce que souvent, les parents auraient tendance, dans une position parfois de contre-attitude, de dire mon enfant en situation de handicap, tout le monde l'aime. Alors, c'est pas vrai. Et ce que je dois vous dire, et c'est quelque chose sur lequel je travaille actuellement, on sait aujourd'hui, même s'il n'y a pas eu des masses de travaux sur la question, on sait de façon certaine que être atteint d'une déficience est un facteur de vulnérabilité pour les maltraitances intrafraternelles et plus généralement pour les maltraitances familiales. C'est-à-dire que quand il y a de la maltraitance dans une famille et qu'il y a un enfant qui a des difficultés, eh bien, cet enfant-là est plus souvent maltraité qu'un autre. Donc, ce lien, il est électif et il est évolutif. Et le troisième point dont je disais que pour moi, il était très important, les parents, ils donnent une fratrie, mais en fait, la manière dont les enfants vont construire leur relation, eh bien, ça se fait entre eux. Et les parents peuvent veiller à ce que les enfants, évidemment, ne se fassent pas de mal, mais ils ne peuvent pas faire que leur enfant ne souffre pas d'avoir un petit frère ou une petite sœur en situation de handicap, en ayant un problème de santé. Ils ne peuvent pas faire que leurs enfants s'aiment, et ils ne peuvent pas faire, enfin, ils ne peuvent pas tout téléguider. Alors ça, c'est très important parce que souvent les parents, surtout actuellement, ont le sentiment que si leurs enfants ne s'entendent pas, c'est leur faute. Eh bien non, les enfants ont une certaine liberté à construire leurs liens entre eux, et je vais y revenir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se peut que votre enfant ou que l'enfant en situation de handicap ne soit pas du tout aimé de son frère aîné, ben, pour l'enfant en situation de handicap, vivre avec quelqu'un qui l'apprécie moyennement, ben, ça va être quelque chose qui va l'aider aussi à grandir, à se construire, à ne pas être détruit par l'opposition. Et donc, c'est des compétences, mais je vais y revenir, qui vont pouvoir être très utiles dans les cas d'inclusion scolaire. Alors, une diapo générale sur les fonctions du frère dans la construction psychique du sujet. Parce que très souvent, et quand je dis très souvent, c'est très, très, très souvent,
on pense plutôt les relations entre les parents et les enfants. Et on laisse dans l'ombre l'importance fondamentale que revêt les relations au pair, PAIR, dans la construction psychique du sujet. Alors, premièrement, c'est un groupe imposé par les parents, créé par les enfants, je l'ai déjà dit. C'est dans ce groupe-là où on va avoir ce que j'appelle des créations de pactes de loyauté. Rappelez-vous les relations entre vos frères et sœurs, et si vous avez des enfants, vous savez que les enfants ont des pactes entre eux. C'est-à-dire que les règles que vous avez du vivre ensemble entre pairs ne sont pas forcément les règles du vivre ensemble que les enfants créent entre eux. Et ça, c'est très, très important que les enfants aient cette expérience de création, de vivre ensemble entre pairs, sans se détruire, évidemment. Ça permet des jeux souples et évolutifs entre la haine et l'amour. Vous savez, mais c'est toujours bien de le rappeler, que les enfants, quand ils vont bien, peuvent vous dire je voudrais que mon frère meure, il est trop nul, et l'heure d'après, faire une bataille d'oreiller avec lui et adorer son frère. C'est-à-dire qu'il y a des jeux souples et évolutifs entre enfants, et c'est très très important que les enfants vivent ça. Deuxièmement, de vivre des systèmes d'alliance et de rupture. Quand on a 3 ou 4 enfants, ou quand on est dans un groupe de pairs de 3 ou 4, on sait qu'il peut y avoir des jeux d'alliance qui peuvent tout à fait évoluer au fil de la relation fraternelle. Et ça, c'est très très important parce que je dis toujours quand je fais une conférence sur ce thème que si je n'avais pas supporté de vivre en groupe de pairs, PAIR, avec de la haine, avec des systèmes d'alliance et de rupture, j'aurais jamais pu faire carrière à l'université, parce qu'à l'université, vous êtes obligé de faire des alliances, vous vivez des ruptures, vous avez des gens qui vous haïssent et avec lesquels il faut quand même que vous travaillez, et des gens qui vous aiment beaucoup et qui peut-être le lendemain vous aimeront plus du tout. Donc c'est la vie. Et donc c'est très important que les enfants, c'est pour ça qu'on dit souvent que la fratrie, c'est le premier laboratoire d'apprentissage des relations sociales. L'enfant va vivre la complicité et la rivalité, hein, c'est-à-dire que les relations fraternelles, ça n'est pas que la jalousie. Or, notre société met beaucoup en avant la jalousie, mais moi j'ai beaucoup travaillé sur la complicité fraternelle, et c'est quelque chose de très important, et sur la rivalité entre frères et sœurs, qui est quelque chose aussi de très très important. Et ce qui est important, c'est de pouvoir jouer souplement des deux, ou être complice avec l'aîné, rival avec le dernier, ou rival avec l'aîné, puis complice avec l'aîné, puis c'est-à-dire c'est ces jeux souples et évolutifs de relations qui sont très structurantes pour l'enfant, parce que ça va lui permettre, quand il va être à l'école, en crèche ou en halte garderie, de jouer des relations avec les petits copains et les petites copines. Autre point très très important, dans le cas où l'enfant est en situation de handicap, les frères et sœurs vont favoriser ce qu'on appelle les processus de séparation parent-enfant. C'est-à-dire que l'enfant en situation de handicap, il va grandir, et son destin, comme le destin de tous les enfants, c'est de prendre de la distance par rapport à ses parents, c'est de pouvoir se sentir sécure sans ses parents. Eh bien, la fratrie peut jouer un rôle extrêmement important pour 2 raisons. D'une part, les parents qui ont plusieurs enfants, eh ben, forcément, vont passer du temps avec les autres, ce qui va permettre à l'enfant en situation de handicap à ne pas s'instaurer comme le roi central de la maison, faisant la pluie et le beau temps. Et deuxièmement, les frères et sœurs, les copains et les copines de la crèche ou de la halte-garderie vont montrer à l'enfant en situation de handicap que être avec les copains, c'est sécure, et c'est très drôle, hein, c'est très amusant et ça va lui faire envie. Donc les relations fraternelles sont
tout à fait central dans le processus de séparation parent-enfant. Et puis évidemment, les frères et sœurs vont introduire l'enfant dans la logique de la chaîne des générations, puisque quand les frères et sœurs grandissent, ils ont à leur tour des enfants, et donc c'est la chaîne des générations qui se poursuit. Alors, c'est assez difficile pour l'enfant en situation de handicap d'être vécu comme faisant partie de la fratrie. C'est ce que je vous ai dit en début de conférence. Et je vous cite là 4 phrases qui vont vous montrer que ce n'est pas si facile pour l'enfant en situation de handicap de se penser comme enfant de la fratrie. Et si on ne pense pas l'enfant handicapé comme enfant de la fratrie, eh bien, la fratrie aura du mal à penser l'enfant en situation de handicap comme faisant partie du groupe fratrie et pas d'un groupe parents-enfants handicapés, puis à côté la fratrie. Alors, la première phrase, elle est dite très souvent par des parents lors des premières consultations. J'ai 2 enfants et un enfant handicapé. Alors évidemment, quand on a une phrase comme ça, on se dit, ben voilà, j'ai 2 enfants, c'est une fratrie de 2 et l'enfant handicapé, il est où? Deuxième phrase, c'est une sœur qui dit, une petite fille, mon frère, ce n'est pas comme un ami car je ne l'aurais pas choisi. Elle rappelle que on ne choisit pas ses frères et sœurs. Mais ce n'est pas non plus un vrai frère car il n'est pas comme les autres frères et ce n'est pas non plus rien pour moi. Donc, vous voyez que cette petite fille s'interroge sur qu'est-ce que c'est que cet enfant qui n'est pas comme un vrai frère, qui n'est pas rien. La troisième phrase, c'est dit par un petit garçon qui avait 7 ou 8 ans lors d'une consultation familiale. Je fais beaucoup de consultations familiales. Et ce petit garçon dit « J'ai 3 mères et pas de sœurs ». En fait, ce qui signifiait, c'est qu'il en avait marre que ses sœurs lui donnent des ordres, le protègent, veuillent l'éduquer, et que du coup, il n'avait plus de sœurs avec lesquelles jouer. Et puis la troisième phrase, c'est Corsos qui le cite dans son livre Le miroir brisé. Dans une salle d'attente, une petite fille demande à un petit garçon qu'attend, tu es un garçon ou une fille? Moi, je suis handicapée. Donc on voit que c'est difficile pour l'enfant en situation de handicap de se situer voilà, dans les générations et dans l'identité sexuée. Et donc ça pose la question, y aurait-il des humains qui ne seraient pas inscrits dans la succession des générations et qui donc seraient entre les parents et les frères et sœurs dans une espèce de situation entre générations, et y aurait-il des humains qui ne pourraient pas se situer dans la différence des sexes? Alors, pour les frères et sœurs, c'est pas si simple de se situer par rapport à cet enfant différent. Alors, je vous cite là 3 phrases qui sont tirées d'entretiens que j'ai faits avec des frères et sœurs. La première, ma sœur et moi, on est siamoises, et cette sœur ajoute, mais si on nous séparait, je ne sais pas si elle garderait le handicap ou si c'est moi qui le prendrais. Donc, c'est l'idée comme ça que le handicap serait entre nous deux. Ma sœur et moi, on est comme une personne et son ombre, et cette sœur ajoute, pas tout à fait, parce que même quand il y a du soleil en plein sur moi, l'ombre est toujours là. C'est pour signifier cette espèce de consubstantialité. La troisième phrase, c'est un petit garçon qui dit à sa petite sœur qui a une déficience intellectuelle légère. On dit que tu me donnes ta force pour jouer au Memory et je te donne ma force pour faire des additions. Comme ça, on devient pareil. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Hein, cette idée qu'ont les enfants, finalement, que la fratrie pourrait être un tout avec une sorte de vase communicant. Alors, c'est important quand on parle d'AVC de l'enfant, parce que l'enfant peut, le frère ou la sœur, voyant la difficulté, voire l'impossibilité que les parents
et les médecins ont de prévenir ce qui s'est passé, de soigner complètement l'enfant, peut se dire, ben, peut-être que moi, je vais y arriver mieux qu'eux. Hein. Et je me souviens d'un monsieur qui, lors d'une conférence, est venu me voir en m'expliquant que il était le cadet d'un frère aîné qui a eu une méningite étant petit et qui a eu des conséquences dramatiques au niveau cérébral. Et donc, il est resté extrêmement déficient sur le plan moteur, sensoriel et cognitif. Et ce petit garçon, eh bien, quand son frère est rentré de l'hôpital, à qui on n'a pas expliqué grand-chose, sinon tu vas voir ton frère, il n'est pas comme avant, mais on va l'aimer beaucoup, enfin, des phrases comme ça qui lui avaient été dites. Et lui, ben, qu'est-ce qu'il s'est dit de sa position de petit garçon? Eh bien, moi, je vais le soigner. Parce que je suis le plus fort, et puis parce que surtout, je veux que ça s'arrête. Je veux que maman arrête de pleurer, je veux que papa arrête de pleurer, et donc moi, je vais réparer mon frère. Et alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait sa tête, son oreille contre l'oreille de son petit frère, et il essayait de se concentrer pour que son cerveau, qui lui n'était pas endommagé, aille réparer le cerveau de l'autre, de son frère, qui lui était endommagé. Et puis il me dit à un moment, j'ai paniqué parce que je me suis dit, comment est-ce que je peux diriger la force pour être sûr que c'est mon cerveau à moi non endéménagé qui va réparer l'autre et que ce n'est pas le cerveau de l'autre qui va venir endommager le mien. Et donc, il était extrêmement mal, il en a parlé à personne, ça a été quelque chose de très fort pour lui, et il est devenu chercheur en neurosciences et il étudie les forces, enfin, il fait des expériences diverses et variées au niveau des neurones du cerveau. Donc, vous voyez que le traumatisme mène à tout. Mais ce que je veux vous dire là, c'est que les enfants, face à la détresse de leurs parents, face, face à la situation qui leur fait comprendre que les adultes ne peuvent rien, eh bien, vont déployer beaucoup d'imagination pour faire en sorte que les choses aillent mieux. Le quatrième phrase, c'est un Régine, excuse-moi, il y a une question là Oui, pendant ton intervention, une personne ouais. qui souhaite savoir quel est l'âge de ces enfants dont tu parles. Qui est Alors, l'aîné, celui qui est handicapé? ma sœur et moi, c'est la Samoise, hein, quand elle me dit ça, elle a une vingtaine d'années. Celle qui dit ma sœur et moi, on est comme une personne dans l'ombre, et son ombre, c'est quelqu'un qui avait une cinquantaine d'années. Et l'épisode que j'évoque du petit garçon qui met sa tête contre la tête de son petit frère, il devait avoir entre 7 et 8 ans au moment où son grand frère a eu cet accident-là. Alors, D'accord, le, merci. le handicap entre moi et mon frère, c'est comme un iceberg. J'ai la partie invisible et lui la partie visible. Donc ça, c'est un jeune homme qui, quand il me dit ça, il a 25 ou 30 ans. Alors, je cite toujours ces 4 phrases pour vous montrer combien, pour la fratrie, l'enfant en situation de handicap n'est pas une pure extériorité. C'est-à-dire que le frère, c'est quelque chose un peu de moi. Et c'est tout le travail que je vais avoir à faire. C'est pour ça que j'ai marqué la construction de l'alter ego. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a de pareil et qu'est-ce qu'il a différent de moi. Et puis, une autre phrase qui est le titre aussi de ma thèse, j'ai mal à mon frère. Alors, je vais vous évoquer une situation clinique qui va vous sensibiliser sur la nécessité absolue d'écouter les enfants pour comprendre ce qu'ils ont compris
de la difficulté de leur frère ou de leur sœur. Alors, quand je dis parler à l'enfant, ce n'est pas forcément lui donner un diagnostic. D'ailleurs, les enfants disent il est tri quelque chose, ou il y est, je ne sais plus, c'est un prénom, William, ou... C'est-à-dire, ce n'est pas le diagnostic, parce que le diagnostic, ça ne leur dit rien. C'est d'abord, tu veux bien m'en parler, et surtout, qu'on doit comprendre qu'est-ce que c'est pour lui, ce qui est arrivé à son frère ou sa sœur, quelle représentation il en a. Et ça, c'est très, très, très important, parce que je vais, et ça va assez bien quand même avec l'AVC qui peut arriver à n'importe quel âge. Une jeune fille que je rencontre alors qu'elle est orthophoniste et qu'elle a 20 ou 30 ans, raconte avec beaucoup d'émotion, donc elle a 20 ou 30 ans, hein, avec beaucoup, beaucoup d'émotion, le fait que elle avait une petite sœur qui avait des crises d'épilepsie, et elle s'était souvent dit si elle pouvait mourir, finalement ce serait pas plus mal, parce que cette épilepsie c'est insupportable, etc., etc. Et sa petite sœur est décédée d'une crise d'épilepsie. Et cette jeune femme, quand elle me parle à 30 ans, qui est devenue orthophoniste, me dit: je sais que je n'y suis pour rien. C'est-à-dire, si ma petite sœur est morte, c'est évidemment pas parce que j'ai pensé si elle pouvait mourir, mais quand même. Mais quand même, ça veut dire que cette jeune femme, donc quand sa sœur est morte, elle devait avoir une douzaine d'années, elle a dit évidemment à personne qu'elle avait pensé que si sa sœur mourait, ça ne serait pas plus mal. Et du coup, elle s'est construite, comme elle l'a dit à personne, personne n'a pu lui dire mais tu n'y es pour rien. Donc elle s'est construite avec cette culpabilité dont je vais parler plus tard. Alors que si elle avait eu quelqu'un à son écoute à ce moment-là, et qu'elle avait pu à ce moment-là dire: est-ce que c'est possible parce que j'ai voulu qu'elle meure, et qu'un adulte en qui elle a confiance lui dise: mais non, tu n'y es pour rien, eh bien, elle aurait certainement moins souffert de cette situation. Donc c'est très, très important. Je vais vous donner un autre exemple qui m'a été donné aussi par un autre monsieur qui est orthophoniste, il est né 4 ou 5 ans après sa sœur, qui a une déficience intellectuelle dont l'origine n'est pas connue. En tous les cas, lui, il ne la connaît pas. Et il dit, ben voilà, moi j'ai toujours eu le sentiment que mes parents m'avaient désiré pour que je répare ma sœur. Et comment il allait réparer sa sœur? Eh bien, il allait être conçu et il devait récupérer dans le ventre de sa mère une partie de l'intelligence que sa sœur y avait laissée, puisqu'elle était née avec une déficience intellectuelle. C'est-à-dire, dans sa pensée de petit garçon, eh bien, il pensait que finalement sa sœur avait laissé un peu de son intelligence dans le ventre de sa mère, et que lui, il avait été fait pour aller chercher cette intelligence, et il était effectivement extrêmement performant à l'école, et à un moment, il a arrêté d'être performant à l'école parce qu'il avait le sentiment, me dit-il, qu'il était intelligent pour deux, et que cette double intelligence, bah, finalement, il l'avait volée à sa sœur, bien malgré lui, puisque c'est ses parents qui avaient décidé de le naître. Alors, évidemment, il y a des effets négatifs quand les parents apprennent que leur enfant a une difficulté. Ça a des effets négatifs sur le lien parent-enfant, parce qu'un parent triste, un parent préoccupé par l'un des enfants, eh bien, il est moins disponible pour être à l'écoute des autres enfants. Et il ne faut pas que les parents s'en culpabilisent. C'est une réalité. Par contre,
ce qui est très, très important, c'est qu'ils aient conscience de leurs difficultés à passer du temps, à investir leurs autres enfants et qu'ils voient comment est-ce qu'ils pourraient être aidés dans cette situation. Hein, ça, c'est très, très important. Hein, donc, forcément, il y a une fragilisation de ce qu'on appelle des fonctions par excitation et des capacités de contenance parentale. Je me souviens d'une maman dont le fils, le dernier enfant, avait eu une méningite et elle me disait, mais c'est terrible parce que je continue à lire des histoires à mes autres enfants parce que je me dis qu'il ne faut pas que je les laisse et qu'ils ont besoin de moi, mais je m'aperçois que quand je lis l'histoire, je suis pas là. Je pense à mon enfant qui va mal et je n'arrive pas à investir la relation avec mes autres enfants. Alors évidemment, les autres enfants qui sentent bien la difficulté que les parents vont avoir à investir ce qu'ils sont, vont essayer de comprendre cette situation. Et donc, il va y avoir diverses manières pour l'enfant de comprendre. Première manière, et évidemment c'est la pire pour eux, je ne suis pas intéressant. Ça vaut pas le coup qu'on s'intéresse à moi. Donc, je me souviens d'un enfant qui, d'un entretien familial, dit dans cette famille, pour qu'on s'intéresse à ce qu'on fait, il faut être malade. Donc ça, c'est la première. Alors évidemment, l'enfant peut faire en sorte de se créer des problèmes. Il est, insupportable à l'école, ou alors il va devenir, un super enfant, bien sous tout rapport, qui ne cause aucun problème, pour essayer de réparer le parent blessé par l'enfant qui va pas bien. Alors, évidemment, la manière dont chacun des enfants est affecté par, l'irruption du handicap ou de la maladie, est complètement, différent, selon l'âge de l'enfant et je crois que ça, on ne peut pas parler de la fratrie parce qu'un enfant de 18 ans, c'est pas comme un enfant de 9 mois, c'est pas comme un enfant de 18 mois, donc il faut éviter des généralités. Évidemment, alors puisqu'on parle d'AVC, c'est pas la même chose si, l'enfant naît quand son petit frère qui a fait un AVC a déjà 5 ans ou si l'enfant a un AVC et qu'il a déjà un grand frère et une grande sœur et c'est pas la même chose si le grand frère, il a déjà, 12-13 ans ou s'il n'a que 3-4 ans. Donc, voilà, le moment où, la difficulté arrive est important. C'est aussi important en fonction des liens singuliers aux parents et des projections parentales sur chacun des enfants. Hein, c'est-à-dire que selon, selon les liens qui existaient avant, l'irruption de l'AVC, selon aussi, les projections parentales sur chacun des enfants, par exemple, alors, peut-être on le dirait moins, mais je me souviens d'avoir rencontré un monsieur qui, quand je le vois, il avait à peu près une cinquantaine d'années. Il était d'une fratrie de 7 enfants et ses parents avaient discuté avec l'assistante sociale, etc. et avaient dit aux enfants, voilà, les choses sont très très claires, votre sœur ne sera jamais autonome, donc une des filles doit prendre un travail qui lui permettra d'être disponible, donc par exemple instituteur ou quelque chose comme ça, et un des frères va devoir réfléchir comment assurer la vie avec la vie adulte. Hein, c'est-à-dire il peut y avoir des projections aussi parentales sur chacun des enfants. Alors aujourd'hui, on n'est plus trop dans cette dynamique, on est plutôt dans l'idée, enfin moi en tous les cas les parents avec qui je travaille sont plutôt dans l'idée faisons en sorte que nos enfants ne se sentent pas responsables de leurs frères ou sœurs en situation de handicap, tout en pensant, pourvu qu'il y en ait quand même un ou une
qui veuille bien continuer à s'occuper de lui quand nous ne pourrons plus le faire. Donc, on a un discours des parents. Alors là, il y a des parents dans la salle, peut-être ils vont s'exprimer, mais moi, dans mes consultations, j'ai plutôt des parents qui disent, on est vraiment très, très soucieux que nos autres enfants, donc les frères et sœurs, ne se sentent pas obligés de s'occuper de notre enfant qui a des difficultés et en même temps, qu'est-ce qu'on aimerait que l'un d'eux, enfin, qu'est-ce qu'on aimerait être sûr, ça nous sécuriserait que l'un d'eux va effectivement s'occuper de cet enfant plus tard. Alors, vous voyez, dans ma façon de m'exprimer, je n'ai pas dit et au bout du compte, ce sera à mon enfant en situation de handicap de décider. Et donc, je rajoute ça toujours aux parents. Je comprends votre préoccupation. C'est hyper important d'en parler très tôt parce que vos enfants sentent que vous avez cette préoccupation, mais dites-vous que, au bout du compte, c'est votre enfant en situation de handicap qui devra, en tous les cas, être écouté sur cette question. Et puis Alors, évidemment, oui, il y avait 2 questions. Alors, je ne ouais, sais pas si tu veux continuer sur ta oui, lancée vas-y. ou ouais. Donc, que répondre à ma fille de 6 ans qui parle de son frère de 8 ans, qui a eu un AVC hémorragique à 4 ans, Ouais, handicapé moteur, mais qui ne dit pas qu'il est handicapé, comme ouais, si elle en avait honte? ouais. Alors, c'est une excellente question. Alors évidemment, je ne peux pas répondre parce que je ne connais Bien pas sûr. votre. Donc, ma réponse est peut-être à côté. Je prends votre question comme quelque chose de très important. Euh, Françoise Dolto, qu'on n'enseigne plus à l'université, mais qui était quand même une clinicienne hors pair, disait toujours, il faut donner des mots aux enfants pour parler et des mots qui soient autorisés. Euh, et donc ça, c'est très important parce que dans certaines familles, le mot handicap ne peut pas être prononcé. Dans d'autres familles, il est prononcé. Mais quand un parent prononce le mot handicap, il n'est pas entendu de la même manière par les frères et sœurs. Moi, je travaille beaucoup donc avec les parents, je fais beaucoup d'entretiens familiaux et c'est extrêmement souvent, alors moi c'est des enfants petits, hein, que les parents me disent mais non, il est pas handicapé, il est en retard, enfin, on essaie de trouver des périphrases parce que il y a quelque chose là qui n'est pas possible à penser. Alors, les enfants sont un peu comme les parents. Ils cherchent les mots pour dire, et je vais vous donner un exemple je fais aussi des groupes paroles de frères et sœurs, et lors d'un groupe parole, il y avait, est-ce que tu sais ce que ton petit frère ou ta petite sœur a? Et donc, il y a un gamin qui dit, ah non, non, mais moi je sais pas, mais à la maison, il n'y a pas le droit d'en parler, on n'en parle jamais, c'est trop triste. Une autre enfant dit, bah, moi, on m'a dit qu'il était tri quelque chose. J'ai pas bien compris, mais apparemment, c'est une maladie qui est connue. Voilà. Et puis une troisième qui était un peu plus grande et qui prenait dans le groupe un peu une position de leader et qui dit mais moi, chez moi, on en parle et mes parents, ils m'ont dit ce que mon frère, il avait. Maintenant, je sais. Et alors, évidemment, moi, je lui dis, bah, et alors? Et elle dit, il a un retard psychomoteur. Et alors, les autres enfants, retard psychomoteur, c'était un mot tellement savant qu'ils se sont dit, bah ouais, elle sait ce que son petit frère a. Donc, je crois que dans les familles, il y a à apprivoiser les mots pour parler de cette situation. Et les enfants ont besoin que leurs parents leur proposent des mots qui soient autorisés par les parents. Les parents font aussi un cheminement. Hein, quand un enfant a un AVC, on ne sait pas toujours qu'est-ce qui va devenir, on ne sait pas toujours quelles vont être les conséquences. Par contre, on sait qu'on est inquiet, on sait que bah, ça se passe dans le cerveau, on sait un certain nombre de choses. Donc, il faut arriver à dire
aux enfants et alors c'est là où vous savez, au début de ma conférence, j'ai dit écoutez, parce que parfois, alors je ne sais pas, votre petite fille, je ne me souviens plus quel âge elle avait, mais parfois à 6 ans, les enfants vous disent je ne veux pas qu'on parle des difficultés de mon frère, il est comme tout le monde et je l'aime comme il est. Bon, ben voilà, on entend, mais cette même petite fille, peut-être 2 ans après, voudra vraiment savoir ce que son frère a. Donc il faut suivre les enfants dans les questionnements qu'ils ont. Mais les parents, les professionnels ont une responsabilité importante pour proposer aux enfants des mots pour parler de cette réalité. Et quand je parle aux enfants, il faut aussi les donner à l'enfant en situation de handicap. Ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que quand les enfants à l'école lui diront qu'est-ce que tu as, qu'il puisse avoir des mots pour répondre, des mots qui lui vont, des mots qu'il aura choisis, mais ces mots-là, il faut que ce soit des mots autorisés. Donc des mots donnés par les parents. Et puis, moi, je dis aussi aux frères et sœurs comme aux enfants, parfois vous n'aurez pas envie de répondre. Quand on vous dira qu'est-ce qu'il a ton frère, eh ben, vous pouvez aussi lui dire aux gens, si vous n'avez pas envie, ça ne vous regarde pas. Ou est-ce que je t'en pose des questions? Hein, mais votre question, madame, est très importante parce que moi, dans les entretiens familiaux, c'est toujours quelque chose que j'essaie de travailler avec les parents. Comment est-ce qu'on parle de cette difficulté-là dans votre famille? Quels mots on utilise? Et les mots utilisés vont évoluer évidemment avec l'évolution de l'enfant. Hein. Et moi, je me souviens par exemple d'une famille pour laquelle le mot handicap était absolument impensable, imprononçable, alors qu'on était face à une enfant polyhandicapée. Et lors d'un entretien familial où on rediscutait de cette question avec la petite fille polyhandicapée, sa petite sœur, et je dis au papa, mais vous voyez bien quand même que votre petite fille, ses difficultés provoquent des difficultés à marcher, à manger, à comprendre, donc ça génère des handicaps. Et alors il me dit: «Ah bah oui, ça si on pense comme ça, mais elle n'est pas handicapée». Et ça je trouve que c'était important qu'il dise ça devant la petite fille et devant la petite sœur. Parce que du coup, ce qu'il disait à cette petite sœur, c'est que ta sœur n'est pas une handicapée, et il avait raison. Par contre, elle a un certain nombre de difficultés qui provoquent des handicaps. Donc il faut avec chaque famille trouver la manière de parler qui va pouvoir convenir. Et puis évidemment, en fonction de les liens singuliers dans le groupe famille. Je voulais vous donner aussi un autre exemple par rapport à la question que posait, qui vient de m'être posée. Je suivais une petite fille qui avait un frère aîné qui avait, l'épisode il devait avoir 5 ans. Il était encore en maternelle en tous les cas, et naît une petite sœur trisomique 21. Et quand je faisais les visites à domicile, ce petit garçon ne nommait jamais sa sœur, il disait c'est le bébé de maman. C'était tout le temps le bébé de maman, il prononçait jamais le prénom de sa sœur. La maman étant très dépressive, ça avait été très, très difficile cette naissance, voilà. Puis les choses ont évolué. La maman est venue beaucoup, elle a repris son travail, et un jour j'arrive et à ce moment-là, donc il devait avoir peut-être 6 ans, quoi. C'était au bout un an et demi peut-être, peut-être un peu plus. Enfin, un enfant, voilà, 6-7 ans, et il me dit: «Oh là là, tu verrais ce qu'elle s'en est pris Maëlys hier soir». C'était la première fois que je l'entendais prononcer le prénom de sa sœur. Et alors je lui demande: «Bah, voilà, qu'est-ce qui s'est passé?» Et en fait, la petite fille commençait à manger. Et en fait, elle crachait, la maman lui avait donné j'imagine de la carotte ou quelque chose comme ça, elle crachait à la figure de sa mère, qui était quand même très fatiguée, elle avait bossé toute la journée, et donc elle a donné une paire de claques à sa fille et elle l'a mise au lit. Et le petit garçon, voyant
sa sœur comme ça, punie comme le serait un autre enfant, ben, il s'est dit, voilà, c'est Maïlis et c'est plus le bébé handicapé de maman. Alors, évidemment, je ne plaide pas pour qu'on donne des paires de claques aux gamins, mais ce que je suis en train de dire, c'est que la manière dont le parent va traiter l'enfant en situation de handicap va amener les autres enfants aussi à penser l'autre comme un frère ou comme autre chose. Alors, cette diapo est Vas-y, très... il te Oui. reste, excuse-moi, il te reste 5 minutes. Ah, bon. Alors, on va aller plus vite et puis après, il y aura le débat qui... Alors, cette diapo est importante parce que être frère et sœur, c'est tout au long de la vie. Alors, on m'a dit qu'il y avait des parents d'enfants plus âgés. Et la question de la fraternité, elle se pose de façon différente à chacune des étapes de la vie de l'enfant en situation de handicap et évidemment de sa famille. Le moment de l'annonce. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et malheureusement, je trouve qu'on n'a pas encore complètement avancé sur cette question. On a beaucoup pensé comment annoncer au père, à la mère, et on n'a pas beaucoup pensé que dire à l'enfant concerné, que dire à ses frères et sœurs. Or, ma clinique me montre que quand au moment de l'annonce, on se centre sur le père et la mère et on ne s'adresse pas à l'enfant et à ses frères et sœurs, eh bien, c'est une souffrance énorme et pour l'enfant concerné personnellement et pour ses frères et sœurs. Il faut que les enfants comprennent pourquoi est-ce que maman pleure, pourquoi est-ce que le médecin a l'air tout gêné. Et il y a quelque chose quand même qui continue, moi, à me chiffonner, c'est que, surtout quand on est dans des enfants jeunes, il y a des frères et sœurs qui assistent à l'annonce en témoins muets. Hein, et évidemment, quand les parents s'effondrent, ils vont pas. Alors parfois, ils vont fiche le bazar pour détourner l'attention du parent, mais il faut vraiment, vraiment. Alors s'il y a des professionnels dans la salle, il ne faut pas oublier ni les frères et sœurs, ni l'enfant en situation de handicap, parce que les parents sont traumatisés par ce qu'ils viennent d'apprendre, et les frères et sœurs et l'enfant sont traumatisés par l'effet de ce qui vient d'être dit sur les adultes, le médecin comme les parents. Donc, il ne suffit pas de leur faire un grand discours, il faut juste leur dire je sais que ce qui est en train de se passer t'affecte, alors pas lui parler comme ça, mais le, lui donner une place d'enfant, bien évidemment, il ne s'agit pas de... mais une place d'enfant et que les frères et sœurs, à ce moment-là, puissent demander mais pourquoi tu pleures et qu'on ne leur réponde pas mais non, c'est que j'ai une allergie. Hein, qu'on puisse trouver. Alors, parfois, c'est difficile. Hein, moi, certains parents me disent, comment voulez-vous que j'en parle à mes enfants? Je n'arrive même pas à me le dire à moi-même. Alors, peut-être qu'il faut trouver des médiateurs, les petits livres d'enfants, mais en tous les cas, c'est très important au moment de l'annonce. Deuxième temps, très, très important, quand un cadet dépasse l'aîné. C'est un temps très important parce que donc le cadet, le petit, qui n'a pas de handicap, va devenir plus performant que l'aîné qui, lui, a un handicap. Donc là, il y a un problème de place dans la fratrie, mais surtout, euh, il va voir à la fois que ses parents sont hyper heureux qu'il ait ses compétences et en même temps malheureux parce que ça montre les déficiences de l'aîné. Et moi, dans beaucoup de familles que je suis, le moment où le cadet dépasse l'aîné, c'est le moment, quelque part, de l'annonce du handicap. En tous les cas, le moment où on se dit, il y a vraiment quelque chose. Et puis, pour l'enfant qui est dépassé, ben, c'est pas rien, quand même, hein, de voir que celui qui était plus petit que lui devient plus performant. Alors, ça n'est pas forcément traumatique si ça s'accompagne de paroles. C'est-à-dire que si on prend soin de l'aîné en reconnaissant que ce n'est pas forcément facile de voir un cadet le dépasser, et si on conforte le cadet dans la légitimité qu'il a à dépasser son aîné. Hein. L'aggravation, la guérison de la pathologie, donc ça c'est tout le temps
ça a des effets sur la fratrie, hein, y compris la guérison. Je me souviens d'une petite fille qui son frère était infirme moteur cérébral et bon, c'était pas une guérison, mais le gamin a vraiment beaucoup, beaucoup progressé et elle allait pas très bien et donc je l'ai reçue, en entretien familial avec sa famille et à ce moment-là, elle dit: «Mais moi, j'ai toujours eu l'habitude depuis que je suis petite à m'occuper de lui et maintenant qu'il veut plus que je m'occupe de lui, ben, je sais pas à quoi je peux servir». Donc voilà, je trouve que c'était, une façon très très imagée, très intéressante de parler de la voilà, et ça vous montre combien l'état de santé de l'enfant affecte ses frères et sœurs. L'intégration en milieu ordinaire, hein, ça, l'inclusion en milieu ordinaire, c'est un moment important, évidemment pour l'enfant en situation de handicap, mais aussi pour les frères et sœurs qui vont voir dans les yeux des autres et qui vont devoir répondre à des questions. Par exemple, si l'enfant a fait un AVC et qu'il revient à l'école avec des difficultés qu'il n'avait pas avant, bah, c'est souvent les frères et sœurs qui vont être sollicités par les copains et les copines pour expliquer. Et donc, il faut vraiment, vraiment que l'adulte soit là pour lui dire si tes copains te posent des questions, tu peux dire ça. Est-ce que tu veux que je fasse une information à l'école, etc. Quand l'enfant ne peut plus être en milieu ordinaire, quand il va dans un établissement spécialisé, c'est toujours un questionnement important pour la fratrie. Et la chose que je veux dire, surtout s'il y a des professionnels dans la salle, il ne faut pas que les frères et sœurs visitent l'établissement spécialisé sans qu'un ou un membre du personnel soit dédié à l'écoute des frères et sœurs. Je peux vous dire que j'ai eu des récits de frères et sœurs vivant une visite en établissement spécialisé sans personne, les parents sont complètement pris par cette visite, l'enfant handicapé est plutôt plus ou moins écouté, mais les frères et sœurs qui sont là, ben, personne n'est là pour les écouter. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Évidemment, l'adolescence, donc là j'ai plus beaucoup de temps, je ne peux pas en dire plus, mais l'adolescence est un moment important pour la fratrie. Est-ce que j'ai le droit de jouir de mon indépendance, de ma sexualité, de ma possibilité de quitter la famille quand mon frère, ma sœur est plus en difficulté. Évidemment, le frère ou la sœur plus en difficulté va jalouser ceux qui n'ont pas de difficulté, hein, et donc ça peut avoir des effets extrêmement importants sur la possibilité pour les frères et sœurs de vivre leur adolescence et pour l'enfant en situation de handicap de vivre le fait que peut-être son adolescence ne sera pas comme celle de ses frères et sœurs. Le mariage est la première grossesse des frères et sœurs, qui a effectivement un impact important sur l'enfant en situation, la personne en situation de handicap. Et tout ça, c'est des moments où si on pense à la fratrie, si on s'adresse à elle, c'est des moments que je vais appeler de crise maturative. C'est-à-dire, c'est des temps où on va dire des choses, où des choses vont être posées et qui vont faire qu'on va vivre mieux après. Par contre, si on fait comme si il ne se passait rien, comme si les frères et sœurs finalement voilà, vivaient plutôt bien tout ça, c'est là où les choses sont plus difficiles et puis évidemment le décès des parents. Alors, je voulais juste parler quand même des questions de la culpabilité rapidement, en disant que la culpabilité, elle est du côté de l'enfant handicapé, on ne le dit pas suffisamment, hein, de ne pas être un bon fils, un bon frère et d'être malade. Moi, je travaille beaucoup, évidemment, aussi avec des adultes en situation de handicap qui disent à quel point ils se sentent coupables des difficultés qu'ils ont provoquées dans la famille. Donc, il faut l'entendre, ça. Il faut le travailler avec eux. Et puis, évidemment, la honte, et puis je vais terminer là-dessus. Il y a la honte de l'autre, hein. J'ai honte d'avoir un lien avec cette honte, cet autre honteux. Je vais donner l'exemple d'une jeune femme qui, dans un entretien de recherche, me raconte une scène qu'elle a vécue quand elle était petite fille dans un bac à sable. Donc, son frère
je ne sais pas bien qu'est-ce qu'il avait comme pathologie, mais en tous les cas, il bavait beaucoup, il avait du sable plein la figure, et puis il faisait des simagrées, et les enfants se moquaient de lui. Et elle dit, voilà, j'ai eu honte de lui. J'ai honte d'avoir un lien avec cet autre honteux. J'ai eu honte pour lui. C'est-à-dire, si j'étais lui, ben, j'aurais honte de moi. Et lui ne paraît même pas avoir honte de lui. Et puis, évidemment, j'ai honte d'avoir honte. Donc, cette question de honte et de culpabilité est quand même assez centrale dans la fratrie et n'a pas d'effet négatif si elle peut être parlée. Le pire, c'est quand on garde cette honte et que personne n'est là pour entendre ce qu'on a à dire. Alors, quelle aide pour les enfants? Les groupes paroles frères-sœurs, c'est quand même des outils extrêmement intéressants. Se laisser aller les écouter, hein, je rebondis, favoriser le jeu entre enfants, ça c'est très important. Favoriser le temps d'échange entre eux en dehors et du regard et du contrôle de l'adulte. Hein. Là, je viens de terminer une recherche sur les relations entre enfants 0-6 ans et c'est très intéressant parce que les parents disent que les vrais jeux entre leur enfant et l'enfant handicapé, ben, c'est quand ils sont dans la chambre, que la porte est fermée, qu'ils font des batailles de bolochons, par exemple. Et puis, évidemment, laisser l'enfant handicapé prendre le risque du lien fraternel sans la protection de l'adulte. Pour les professionnels, et c'est vraiment ma dernière diapo, il est extrêmement important de ne pas interpréter systématiquement la problématique fraternelle à la lueur du seul handicap. Hein. Il ne faut pas que l'enfant en situation de handicap soit toujours invoqué quand il y a quelque chose qui ne va pas bien dans la famille ou dans la fratrie. Hein. C'est-à-dire, une fratrie d'enfants handicapés, c'est d'abord avant tout une fratrie, donc il y a des jalousies, des rivalités, des haines, des amours, et que le handicap n'est pas forcément central. Donc ça, c'est vraiment important pour l'enfant et pour ses frères et sœurs. Penser à l'importance que l'enfant handicapé puisse vivre une expérience fraternité, telle que je l'ai évoquée, et puis soutenir les professionnels dans leur compétence à parler au et avec les enfants de la pathologie et de ses conséquences. Je crois que pour les professionnels, pour moi, c'est ce dernier point qui est assez central. Il faut qu'on apprenne, et ce n'est pas si simple, mais il faut qu'on prenne l'habitude de parler aux enfants, avec les enfants, et pas juste à propos des enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Régine, pour cette communication qui est très, très riche. Alors, il y a des témoignages dans la barre de conversation. Hein. Il y a également peut-être juste une question avant de donner la parole aux représentants des associations. Une question qui a été indiquée, comment arriver à amener sa famille à un groupe de parole? Comment arriver à amener sa famille à un groupe de parole? Je pense que ce qui est important, c'est de savoir que les groupes de parole existent déjà. Ça, c'est quelque chose de... Et après, il faut que la famille chemine. Mais s'il y a des professionnels dans la salle, ils peuvent le dire aussi bien que moi. Par exemple, le premier moment où on va parler d'un fauteuil roulant, peut-être qu'il va falloir 6 mois, 9 mois, 1 mois, un an, avant qu'on en reparle. Donc, dès que je vois les parents, dès les premières consultations, je ne l'ai pas dit ça en début de conférence, mais je dis aux parents, vous avez un enfant qui a des difficultés, vous devez être aidé avec cet enfant. Vous ne devez pas rester seul. Et être aidé, ça veut dire aussi avoir des ressources personnelles, mais aussi rencontrer d'autres parents et que vos enfants rencontrent d'autres enfants. C'est-à-dire les groupes paroles, ce n'est pas des groupes de psychothérapie. Les groupes de parole, c'est ce qu'on appelle maintenant dans notre jargon de la pérédance.
hein. C'est-à-dire, c'est des parents qui, ensemble, partagent leur expérience. Eh bien, les petits frères et les petites sœurs ont aussi besoin de ça. Donc peut-être que c'est dans la manière de parler, de présenter les groupes paroles. Hein. Pour moi, c'est des groupes de pair et danse, pas des groupes psychothérapeutiques. Hein. Pour moi, un groupe fratrie, ce n'est pas un groupe psychothérapeutique, c'est un groupe qui permet à l'enfant de ne pas se sentir seul, de pouvoir exprimer des choses et de rencontrer chez l'autre quelque chose qu'il a lui-même. Mais parfois, ça met du temps et je crois qu'il ne faut pas être normatif. Moi, parmi les familles que je suis, il y a des familles qui vont rester très très longtemps dans l'idée, par exemple, une maman qui me dit une fois, je ne veux pas rentrer dans le cercle du handicap. Je vais faire tout pour que nous ne rentrions pas dans le cercle du handicap. Bon, ben, je crois qu'il faut entendre et peut-être que d'ici 2 ans, 3 ans, mais je crois que ce qui est important, c'est que dès les premières consultations, les professionnels, dès l'annonce, les professionnels ouvrent. C'est-à-dire, cet enfant qui a une difficulté, bien évidemment, vous êtes les parents et bien évidemment, vous êtes central dans sa vie, mais il va falloir introduire d'autres personnes parce que tout seul, ça n'est pas possible, c'est trop difficile. Et donc, il va falloir faire intervenir d'autres personnes. Alors, on a des représentants d'associations, ce dont je trouve que c'est une excellente chose parce que pour moi, c'est aussi vraiment une des manières. Et souvent, les associations, dans les kermesses, dans les diverses activités, donnent l'opportunité aux frères et sœurs de se rencontrer. Et ça, c'est très, très important. Mais je crois il faut être ouvert à tous les itinéraires. Hein. Euh, je, moi, dans mon expérience, quand je pense que vraiment un frère ou une sœur est en difficulté et qu'on propose aux parents le groupe parole sans les stigmatiser l'enfant, sans pathologiser, très souvent on arrive, puis voilà, peut-être pas cette année, peut-être une autre. Merci beaucoup, Régine. Je propose que on donne la parole à présent aux représentants des associations. Et donc, Madame Le Cellier va intervenir pour les APF du 53. Alors, je vais démarrer. Donc, je suis Christelle Le Cellier, je suis psychologue au CESAD de l'APF de Laval. Je vais démarrer peut-être par vous donner 2 chiffres. 63%, 52%. Les frères et sœurs d'enfants en situation de handicap sont plus à risque en fait de dépression avec un risque élevé de 63%. Et 52% des parents déclarent que les fratries rencontrent des difficultés amicales et sociales et qu'un tiers de leurs enfants souffrent du regard des autres enfants. Alors, c'est dire l'importance de prendre soin des fratries. Avant de développer un tout petit peu, je vais juste m'arrêter 2 minutes pour vous dire en 2 mots le contexte dans lequel je travaille avec mes collègues. Donc, nous travaillons au sein d'un CESAD, un service d'éducation et de soins spécialisés à domicile, donc au sein qui se trouve sur le département de la Mayenne, et c'est un service de l'Association des paralysés de France. Nous intervenons au domicile des familles, c'est-à-dire qu'en fait, nous nous déplaçons pour rencontrer l'enfant, les parents et la fratrie là où ils vivent. Donc, ça peut être à l'école, ça peut être à la crèche, ça peut être au lycée, ça peut être au collège. Et nous sommes une équipe pluridisciplinaire puisque nous avons donc des éducateurs, des collègues paramédicaux, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens, des psychologues, des médecins, une direction et une équipe administrative également. Lorsque nous rencontrons les familles, nous mesurons en fait que l'ensemble de la cellule familiale est impacté par l'annonce et le vécu du handicap. Et ce que nous allons essayer de déployer et de voir, c'est comment les aider en fait à utiliser et à déployer leurs ressources. La question
sur lequel nous sommes souvent aussi confrontés, c'est que nous rencontrons des familles qui sont souvent confrontées au choc en fait de l'annonce du handicap. Parce que je dis de l'annonce, en réalité c'est des annonces. Et ce choc-là, il vient vraiment percuter tout le monde, les parents, l'enfant en situation de handicap, mais également les frères et les sœurs. Et nous allons du coup être vigilants à entendre, apaiser et outiller la fratrie. Alors, tout d'abord, entendre. Entendre la fratrie, c'est déjà entendre chacun dans sa souffrance. Et ça veut dire aussi en tant que professionnel, ça va être faire avec ce temps-là de reconnaître en fait la souffrance du handicap chez le frère ou la sœur. Leur laisser la place en fait à pouvoir dire, à pouvoir être entendu. C'est aussi entendre que les familles, au moment où nous les rencontrons, souvent quand on démarre, les familles, elles sont en chaos parce qu'elles sont vraiment sous le choc de l'annonce du handicap qui est arrivé. Et ce choc-là, il vient percuter toute la cellule familiale. Je vous disais entendre la fratrie, apaiser. Apaiser le traumatisme. Je viens de dire, effectivement, il y a une annonce qui a été faite. Et cette annonce, elle va créer en fait des trans un peu négatives, des trans négatives au sein des fratries et donc au sein des familles. C'est-à-dire que très souvent, les familles, elles ont vécu des circonstances dramatiques autour de la survenue du handicap. Alors ça peut être une naissance ou un accouchement traumatique où on va aller annoncer là qu'il y a une difficulté pour l'enfant, mais ça peut être aussi un souvenir de l'arrivée des pompiers ou du SAMU, ça peut être une hospitalisation teintée d'angoisse. Et toutes ces images-là, elles restent comme ancrées et elles vont revenir à chaque fois. Par exemple, que l'on va franchir la porte de l'hôpital. Ainsi, on a des frères ou des sœurs qui vont nous dire « Quand mon frère part à l'hôpital, j'ai peur ». Ou encore, ils racontent que lorsqu'ils sont loin de leur frère ou de leur sœur, ils ont les images de la fois où il est parti à l'hôpital. Et ils ont besoin de l'avoir sous les yeux pour être apaisés. Apaiser le trauma, ça va être du coup travailler à accompagner en fait les frères et sœurs, mais aussi les parents et l'enfant, à pouvoir apaiser cette image-là, cette empreinte-là, visuelle, sonore ou kinesthésique, qui est restée là comme ancrée, comme collée. Et une manière d'accompagner, ça peut être un accompagnement avec, par exemple, de l'hypnose pour aider en fait à traiter ce traumatisme et à laisser partir toute cette empreinte visuelle, sonore, kinesthésique, toute cette image qui est restée là. Apaiser le trauma, soutenir les parents. Les parents, ils ont à vivre un quotidien chargé, qui parfois est agité, souvent est agité. Et la place et le vécu de la fratrie peut être très complexe à entendre ou à oser dire. Et on va avoir des frères et sœurs qui vont nous dire « Comment je peux me plaindre, moi, alors que je suis en bonne santé, que je vais bien ?» Comment reparler de notre histoire et des peurs que j'ai gardées quand je sais que mes parents ont la même peur, la même souffrance? Comment demander du temps quand le temps manque? Soutenir les parents, soutenir la fratrie et l'enfant en situation de handicap, ça va être déjà de permettre que ces paroles-là, elles puissent se dire, elles puissent être entendues et que les parents puissent aussi s'autoriser aussi à dire que oui, peut-être, parfois c'est difficile, parfois il y a beaucoup de choses. Et que les frères et sœurs, ils ont le droit de dire, ils peuvent être entendus, que les parents sont là pour entendre. Outiller la fratrie. Et c'est ça que je vais développer un petit peu plus, parce qu'on va aller directement là dans le concret de comment on va aussi accompagner. Outiller la fratrie, en fait, c'est permettre aux frères et sœurs d'activer leurs ressources et leurs compétences. En fait, quels sont les objectifs de ça? C'est de permettre, je vous ai dit, d'entendre la parole des frères et sœurs, de les aider à s'apaiser, mais aussi de les aider à apprendre à prendre soin d'eux, à prendre soin de soi, et leur permettre de prendre leur place d'enfant ou d'adolescent.
leur permettre d'oser dire et d'oser vivre. Quels moyens, en fait, on va développer au niveau du CESAD pour outiller justement la fratrie? Alors, il y a plein de moyens, j'en ai noté quelques-uns. Déjà, il y a les groupes frères et sœurs. Alors, qu'est-ce que c'est que les groupes frères et sœurs? Les groupes frères et sœurs, en fait, ils se déroulent en général aux vacances de printemps, et c'est 2 jours, 1 nuit, et ça se passe alors en dehors des structures, c'est vraiment dans un lieu agréable, c'est souvent un gîte, et les frères et sœurs vont se retrouver entre eux, et ils vont pouvoir partager un moment entre pairs. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, il y a un certain nombre d'activités qui sont proposées, et il y a des professionnels pour les accompagner. Alors, il va y avoir souvent des éducateurs, il va y avoir des collègues psychomotriciens, il va y avoir les kinés, les ergothérapeutes, les psychologues. Et dans ces temps-là, ils vont pouvoir faire plein d'activités qu'ils vont avoir choisies. Alors, il y a eu du land art, il y a eu des vidéos qui ont pu être aussi imaginées. On a créé des histoires. Il y a des temps évidemment conviviaux parce qu'il va y avoir une soirée, une veillée. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de permettre, avec les pairs, de se sentir reconnus et compris. Et de percevoir, en fait, que cette réalité particulière qui est la mienne, cette réalité de frères et sœurs, elle m'a permis de développer des compétences. De permettre aussi aux frères et sœurs de se rendre compte qu'ils peuvent être tuteurs les uns pour les autres. C'est-à-dire que je peux être soutien pour un frère ou une sœur, et je peux aussi, de mon côté, recevoir du soutien. Ces groupes-là, en général, sont très appréciés par les frères et sœurs, et généralement, ils reviennent en fait d'une année sur l'autre. Voilà, il y a des groupes, plusieurs groupes. En général, il y a un groupe plutôt plus grand, préadolescent, il y a un groupe un petit peu plus jeune, puis il y a un groupe de tout petits où là, il n'y a pas forcément une nuit, mais il y a souvent 2 journées où ils vont se retrouver. Donc les groupes. Au sein du CESAD, on peut aussi proposer de faire des séances avec la fratrie. Et alors là, il y a plein de manières de faire. On peut proposer de participer aux séances éducatives ou rééducatives. Donc, on va proposer au frère ou à la sœur de venir participer à un temps avec la collègue éducatrice. On va proposer de participer à une séance de rééducation avec la kinésithérapeute. On peut aussi proposer de faire une séance de psychomotricité. L'idée, en fait, c'est de donner une place aux frères et sœurs, de les aider à mieux comprendre le handicap, et puis de les aider aussi à oser poser leurs questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est difficile? Les séances avec la fratrie, elles peuvent aussi avoir lieu avec les psychologues et les éducateurs. Là, on va aller faire des groupes, par exemple, à toutes les vacances. Chaque vacances, on se retrouve et on va passer un temps avec la fratrie et l'enfant en situation de handicap pour pouvoir, voilà, autour d'un jeu de société, travailler un petit peu sur les émotions, sur ce qu'on peut ressentir, sur oser aussi demander ou oser dire des fois qu'on n'est pas du tout d'accord, et oser exprimer de la colère, parce que c'est important parfois de pouvoir oser dire sa colère. Et donc moi, en tant que psychologue, effectivement, je peux être amenée à rencontrer aussi les fratries avec l'ensemble de la cellule familiale. Et là, on va travailler avec des séances en famille, puisque on se rend compte qu'en fait, la situation de handicap, elle peut souvent créer des malentendus, des souffrances. Et on va avoir des fois des enfants qui vont avoir l'impression, ou qui vont pouvoir dire « dis donc, il a de la chance, lui, hein, parce qu'il a plein de gens qui viennent jouer tout le temps avec lui ». Parce que c'est vrai que quand on arrive à domicile, et souvent les collègues éducatrices ou les collègues paramédicaux, ils ont des gros sacs, et dans ces gros sacs, il y a plein de jeux. Et effectivement, pour les frères et sœurs, ça peut sembler tellement injuste de jamais pouvoir faire ces jeux-là. Donc moi, en tant que psychologue, je vais pouvoir retravailler à domicile avec les familles, à ce que chacun puisse s'exprimer, à ce que chacun puisse aussi peut-être s'apaiser, à ce que aussi chacun puisse retrouver sa place ou prendre sa place. Parce que très souvent, les frères et sœurs, ils n'ont pas vraiment pu dire leur peur, ou ils n'ont pas osé dire leur peur. Et ces peurs, parfois, elles sont encore actuelles, c'est-à-dire qu'elles sont parfois encore là, alors que l'événement, il
il remonte déjà à plusieurs années. Et puis on se rend compte que la situation de handicap, elle peut parfois bouleverser les places, avec des cadets qui se retrouvent des fois à prendre soin de l'aîné, à le protéger. Sauf que l'aîné, lui, il n'a rien demandé. Et donc du coup, on va retravailler à ce que chacun puisse se réajuster. Une dernière modalité, c'est qu'on peut aussi travailler en tant que psychologue au niveau individuel avec des frères ou des sœurs. On va les rencontrer tout seuls pour leur laisser leur espace. On peut aller les rencontrer à l'école ou à la maison. Et c'est souvent important de pouvoir les aider aussi à déployer leurs questions, à les aider à s'autoriser parfois à exprimer les émotions, même quand elles sont difficiles, parce que ça permet derrière aussi qu'en famille, les choses puissent peut-être se reparler, se réajuster, et qu'ils puissent peut-être chacun retrouver leur place. Voilà les différentes modalités d'intervention au sein du CESAD. Je vais bientôt arriver au bout de mon propos. Pour terminer, en fait, je voulais juste... hier soir, en fait, je repensais à cet échange sur la fratrie et puis j'ai repensé à ça. Quand j'étais petite, mon grand-père me racontait souvent cette histoire. Je me suis toujours demandé pourquoi il me la racontait autant, mais bon, j'adorais cette histoire. Mon grand-père avait une sœur handicapée dont il n'a jamais parlé. Et je repensais hier soir à cette histoire. Chaque enfant, à son arrivée au monde, rencontre une grande malle au trésor. Et lorsque l'on ouvre cette malle, elle est remplie de pierres précieuses, de toutes les formes et de toutes les tailles. Des pierres précieuses brutes. À sa naissance, chaque enfant choisit une pierre, la sienne. Il lui appartient ensuite, tout au long de sa vie, de la façonner, de la tailler, pour la rendre brillante, étincelante. Et hier soir, je me suis dit, lorsque le handicap surgit, la pierre est fragilisée, meurtrie, et elle va nécessiter toute l'attention de l'enfant et sa famille pour pouvoir à nouveau briller. Les frères et sœurs ont aussi à être soutenus pour oser à leur tour briller et laisser leur pierre prendre toute sa place dans le monde. Je vous remercie de votre attention. Oui, bonsoir. Donc, Madame Auboussin, je suis salariée d'une association qui se situe en Sarthe. Donc, une toute petite association qui s'appelle Les Pachas et qui existe maintenant depuis 5 ans. Donc, l'idée de cette association, quand elle a été créée, c'était de revenir de remettre le loisir au centre de la fratrie et de remettre le plaisir de vivre des choses ensemble. On partait du constat à l'époque, en rencontrant de nombreuses familles, que le loisir, c'était souvent quelque chose qui était laissé de côté dans les familles avec un enfant en situation de handicap. Ou alors que c'était souvent vécu de manière découpée, c'est-à-dire qu'il y avait un parent avec l'enfant en situation de handicap ou un parent avec les frères et sœurs, mais que voilà, le temps partagé tous ensemble et le temps partagé tous ensemble avec plaisir et sans inquiétude, et finalement, il y avait peu de place pour ça et il y avait tellement d'énergie qui était déployée au quotidien que finalement, la priorité n'était pas là. Donc, c'est comme ça qu'est née à la base l'association avec l'envie de proposer, alors je vais partager mon écran, avec l'envie de proposer ce qu'on appelle, nous, le Pacha Mansu. Et le Pacha Mansu, alors je vais aller plus loin. Donc, le Pacha Mansu, ça s'adresse à toute la famille dans son ensemble. L'association des Pachas, elle a un certain nombre d'actions à destination des familles, avec des choses qui sont plutôt pour l'enfant en situation de handicap et son parent, sur des temps parents-enfants. Il y a aussi des temps pour les parents, avec des modes de garde pour les enfants. Mais le tout démarrage de l'association, il a commencé par ces Pachas Mansu, qui était l'idée de partager un loisir en famille.
donc pour toutes les familles, et de se dire qu'ensemble, c'est plus simple de tenter les choses, qu'ensemble, le regard de l'autre, il est moins compliqué, que de savoir que on va arriver dans un endroit pour partager un temps de loisir et qu'il y a du monde qui va être là pour nous accueillir et puis pour prendre soin du frère et sœur ou pour prendre soin de l'enfant en situation de handicap pendant qu'on partage un petit temps avec les autres frères et sœurs, et ben parfois ça aide à se dire on tente l'aventure. Alors je vais juste, voilà, je remets l'écran. Je ne suis pas très douée sur les partages, alors je voulais vous montrer quelques photos. Donc les pachas, c'est des choses toutes simples à partager au quotidien entre les frères et sœurs. Hein. On ne se lance pas dans des choses impossibles. Donc les pachas mensuels, les loisirs qu'on partage au quotidien, eh ben, c'est d'aller à la patinoire, c'est d'oser pousser la porte d'un cinéma, c'est d'aller dans un parc, passer 2 heures ensemble et prendre un pique-nique. Alors, je voulais juste vous partager des photos de ces temps-là qu'on peut partager ensemble avec les frères et sœurs, où chacun a une place, où chacun peut rencontrer d'autres enfants et nouer des liens, et où chacun rentre le soir à la maison avec ses souvenirs à lui et ses moments de la journée. Alors, je ne sais pas... Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, là, on voit l'écran, oui. Voilà. Donc, je vais faire défiler pendant que je continue ces moments-là. Donc, aujourd'hui, l'association, le Pacha mensuel est proposé 1 fois par mois à toutes les familles sur inscription. Et on essaye de changer de proposition tous les mois. Alors, c'est vrai que cette crise sanitaire, elle nous met un peu à mal parce que aller prendre du temps de loisir alors que tout est fermé dehors et que on nous demande de rester chez nous, c'est un peu compliqué. Et en même temps, pour avoir fait un Pacha mensu alors qu'on a adapté avec des tout petits groupes samedi, on se rend compte à quel point c'est important et à quel point, pour tous les enfants de la famille, en fait, ce temps-là, c'est une bouffée d'oxygène et c'est repartir avec de l'énergie pour toute la semaine qui suit, quoi. Donc voilà, les images des rassemblements. Alors ça, c'était avant, hein, donc on était nombreux quand on se retrouvait. Mais c'est pour vous montrer qu'en fait, le loisir et le partage, ça peut se faire autour de choses très, très simples. Mais ce qui est important, ce que disait Madame Sell, Madame Régine au démarrage, c'était ce temps d'écoute, de partage, de favoriser le jeu. C'est ce qu'on a pris conscience, nous, effectivement, à travers les actions et notamment le Pacha mensu. Alors, il y a juste des commentaires, puisque là, on voit de loin les photos, on ne les voit pas en gros plan. Ah, vous ne les voyez pas en gros plan? Ah, alors elles sont en gros plan sur mon écran, je ne sais pas comment vous les mettre. Je ne saurais pas comment vous les remettre en gros plan. Enfin, en tout cas, voilà, j'avais juste envie de vous montrer les sourires, mais du coup, ça ne marche pas. Donc, il faudra aller voir sur le site de l'association. Et puis, pour continuer sur la présentation des actions, en fait, ce Pacha mensu, comme on se rendait compte que c'était un rendez-vous qui était important pour les familles, on l'a proposé sous forme d'atelier vacances. Et sur chaque période de vacances, en fait, quand les établissements médico-sociaux ferment, donc souvent la 2e semaine des vacances, on propose, alors sur des groupes beaucoup plus petits, des ateliers vacances avec le parent ou le grand-parent, ou en tout cas un adulte présent qui accompagne l'enfant en situation de handicap et ses frères et sœurs à venir prendre un temps autour d'une activité. Donc pareil, les ateliers vacances, l'idée de base, hein, c'est de prendre le temps ensemble et
et de partager un moment de loisir. Et que l'enfant en situation de handicap et les frères et sœurs, et ben voilà, ils créent des souvenirs aussi autour de choses de loisirs, du plaisir et de choses qu'ils peuvent faire ensemble. Donc voilà, après l'association, au fur et à mesure, elle a grandi et l'idée, c'est d'essayer de répondre aux attentes que nous remontent les familles. Donc il y a effectivement des temps de causette pour les parents. Alors, où du coup, cette thématique du lien frère-sœur, elle revient souvent. La question de la culpabilité du parent ou de la culpabilité des frères et sœurs. C'est un sujet qui nous touche beaucoup. Aujourd'hui, nous, il n'y a qu'un salarié à l'association et depuis pas très longtemps, hein, que depuis 2 ans. Et donc, on espère pouvoir mettre en place des groupes fratries où du coup, les frères et sœurs pourraient effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, venir pousser la porte, partager une activité et puis se sentir l'autorisation de dire des choses qui peuvent être difficiles à dire en famille. Donc tout ça, c'est en construction. Alors pour moi, c'était hyper intéressant de pouvoir être là ce soir et d'entendre aussi ce qui pouvait se faire et d'être conforté sur cette importance du lien dans la famille entre les frères et sœurs. Donc voilà, je vais arrêter là. Je peux avoir du temps pour des questions si vous le souhaitez. En tout cas, sur la présentation liée aux frères et sœurs pour l'association des Pachas, moi, je vous ai fait la présentation. Très bien, merci beaucoup. C'est effectivement tout à fait intéressant. Ce que je vous propose, c'est de passer la parole à la 3e représentante d'association et puis après, on prendra un temps de discussion sur l'ensemble de ces présentations. Donc, c'est Madame Jaubert pour l'association L'Envol. Oui, bonsoir à tous. Du coup, donc effectivement, je suis Bénédicte Jaubert, je suis directrice des programmes et je suis particulièrement chargée des relations avec les familles et les hôpitaux pour l'association L'Envol. Donc du coup, L'Envol, c'est une association qui existe depuis presque 25 ans, dont la mission première, c'est que les enfants malades restent avant tout des enfants et que leurs familles puissent retrouver force et confiance. Je n'arrive pas à passer à la diapo suivante. Ça y est. Donc c'est une association qui est reconnue d'utilité publique et L'Envol organise des programmes adaptés pour les jeunes malades et ou en situation de handicap de 6 à 25 ans ainsi que leurs familles. Donc depuis 1997, elle leur permet de trouver force et confiance en eux pour vivre mieux pendant ou après la maladie et de rompre notamment avec l'isolement. L'Envol accompagne gratuitement plus de 1000 bénéficiaires par an au travers de séjours adaptés, d'ateliers à l'hôpital, de sorties récréatives et tout récemment d'activités en ligne. Donc rassurez-vous, si je suis présente ce soir, même si on parle beaucoup d'enfants malades au sein de notre association, il va de soi que tous les enfants en situation de handicap sont bien sûr complètement intégrés et inclus dans nos programmes. Donc je vous le disais, il existe 4 types de programmes que l'on met en œuvre chaque année. Le premier des programmes, ce sont les séjours adaptés, où on accueille sur 10 séjours par an des enfants tout type de pathologies confondues. Il y a bien sûr, pour accompagner ces enfants, un accompagnement médicalisé. Ce sont des séjours où il peut y avoir que les enfants malades ou en situation de handicap, mais également des séjours pour toute la famille ou pour les frères et sœurs. Je vais revenir tout à l'heure sur ce séjour puisque c'est le sujet de notre discussion de ce soir.
Donc l'idée sur ces séjours, c'est vraiment un accompagnement individualisé en fonction de tous les profils des enfants qui peuvent participer. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on accueille 24 enfants, on a quasiment un accompagnement de 1 pour 1, puisqu'on a 22 bénévoles pour accompagner ces enfants. Une autre de nos actions, ce sont les ateliers dans les hôpitaux, où pour l'instant, on est essentiellement en Île-de-France, mais on verra avec le 4e programme qu'on se développe à travers toutes les régions. Le 3e programme, ce sont les sorties récréatives, où là, l'idée, c'est de faire des sorties culturelles, divertissantes et pédagogiques pour les familles. Alors, bien sûr, elles aussi mises à mal à cause de la situation sanitaire, mais vous allez voir, on n'a pas dit notre dernier mot et malgré tout, on continue de pouvoir proposer des choses en adaptant bien sûr à la situation. Ce qu'il faut également savoir, c'est donc le siège de l'Envol est situé en région parisienne, mais on travaille avec plus de 40 hôpitaux partenaires sur toutes les régions de France et même depuis très récemment d'outre-mer. Donc, peu importe où vous êtes situés, vous serez les bienvenus sur nos différents programmes. Et donc, pour répondre à cette crise sanitaire, on a mis en place depuis 1 an maintenant un programme qui s'appelle les activités en ligne, où là, l'idée, c'est de livrer à la maison ou dans les services pédiatriques ou dans d'autres types de structures des kits d'activités un peu clés en main, où il y a tout le matériel nécessaire pour réaliser l'activité, aussi bien pour les enfants malades que pour leurs frères et sœurs. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir se connecter sur Zoom sur certains mercredis et pendant les vacances scolaires pour pouvoir faire l'activité tous ensemble avec les enfants connectés d'un peu partout. Je vais passer du coup au sujet qui nous intéresse particulièrement ce soir, c'est sur les effets de la maladie ou du handicap sur la fratrie. Alors, je vais du coup pas du tout rentrer dans les détails puisque ça a été très bien expliqué par mes collègues au préalable, notamment le professeur Sell. Tout ce qui a été dit auparavant, c'est aussi des choses que l'Envol avait constatées, que ce soit ces enfants, ces frères et sœurs qui sont dans l'ombre de ces enfants malades ou en situation de handicap, des enfants qui s'autorisent pas forcément à dire les choses, qui se sentent un peu isolés. Enfin voilà, tous ces facteurs qu'on a vus en amont ont fait que l'Envol a été amené à s'intéresser à ces jeunes aidants. Et donc, pourquoi parce que effectivement, la maladie ou le handicap, ça touche toute la famille. Et donc, l'idée, c'est de permettre à ces jeunes aidants, ces frères et sœurs, donc, de vivre leur vie d'enfant, d'échanger avec des pairs, de profiter, de passer de bons moments ensemble, et puis aussi à ses parents d'avoir un peu de répit. Du coup, depuis 2016, l'Envol a créé un premier séjour qui est un séjour à destination des frères et sœurs d'enfants malades sans l'enfant malade. Je précise bien sans, puisque depuis 2020, on en a créé un nouveau qui s'appelle le séjour fratrie, où là, on accueille vraiment toute la fratrie, où bien sûr, du coup, les objectifs vont être différents. Mais pourquoi on a fait le choix d'accueillir les frères et sœurs tout seuls dans un premier temps, parce que justement on avait ce retour de parents qui nous disaient que c'était super ce qu'on proposait, mais que du coup très souvent c'était les frères et sœurs, ils se sentaient oubliés, qu'ils n'avaient rien pour eux, et ça c'était quelque chose qui était dommage. Moi, une phrase que j'entends encore très régulièrement par ces frères et sœurs qui viennent sur les séjours, c'est merci beaucoup parce que d'habitude il n'y a jamais rien pour moi. Donc, je pense que c'est vraiment révélateur de ce que ces jeunes peuvent ressentir. On a également en 2016 lancé des week-ends pour la famille, où là vraiment toute la famille est accueillie, les frères et sœurs, enfin toute la fratrie et les parents. Où là l'idée également, c'est de passer des temps en famille, mais également de rencontrer d'autres familles et donc potentiellement d'autres frères et sœurs qui vivent les mêmes situations pour pouvoir échanger avec eux. Et bien sûr, donc, comme je vous le disais juste avant, on a depuis 2020 lancé un séjour pour la fratrie, où là on accueille l'enfant malade ou en situation de handicap avec ses frères et sœurs pour recréer des liens ensemble et passer des bons moments ensemble, tout en ayant toujours ce versant de pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'autres enfants qui vivent un peu les mêmes situations et se sentir moins seuls. Je vais vous passer une petite vidéo qui, je pense, sera plus parlante que tous les discours que je pourrais tenir, puisqu'il s'agit d'une vidéo de présentation de notre séjour frères et sœurs qui a eu lieu en 2018. Alors, juste dites-moi si jamais vous n'avez pas le son.
C'est bon, très bien. Donc l'Envol est une association qui propose une prise en charge de la souffrance psychologique et sociale des enfants gravement malades et de leurs familles par différents programmes qui sont entièrement gratuits. Et en 21 ans, nous avons accompagné plus de 8000 enfants et familles. Donc les séjours pour les aidants ont été lancés en 2016. Notre action auprès des aidants est devenue au cœur de notre enjeu de développement. L'enfant malade a besoin de sa famille, a besoin de pouvoir être intégré au mieux dans le cercle familial et que cette famille soit le plus unie possible. C'est pour ça qu'en 2016, on a lancé un tout premier séjour frères et sœurs qui a été un grand succès. Et depuis l'année dernière, on organise 2 week-ends famille et un séjour frères et sœurs d'une semaine complète. Ils ont décidé de faire des séjours pour les frères et sœurs pour nous faire, nous, penser à autre chose. Et je trouve ça bien parce que comme ça, on se comprend tous, vu qu'on est tous à peu près dans le même cas. Ça nous fait changer les idées et tout ça. Quand je viens ici, je suis tout le temps contente en fait. Les bénévoles, ils sont très gentils, ils ont toujours le sourire. Une superbe ambiance qui se dégage dès le premier contact. Les activités sont vraiment variées. On a des activités plutôt à l'intérieur. On a du théâtre et expression, art créatif, de la cuisine, du journal TV. Tu fais une vidéo où tu peux faire des pubs, une émission. Après, il y a aussi des activités qui sont plus sportives, comme l'équitation. Du poney, et j'aime bien. Moi, mon activité préférée, là, dans ce qu'on a fait, c'était le théâtre. Chaque séjour, en fait, on se surpasse, nous. On voit les enfants se surpasser. Enfin, à chaque fois, c'est vraiment que du bonheur. C'est génial. Ils prennent soin de nous, on a des bons repas. On vit vraiment avec eux, on échange avec eux. C'est vraiment des grands moments de partage et tous ces séjours leur permettent vraiment de s'ouvrir, de découvrir autre chose et de gagner vraiment en positivité. Voir les enfants et les jeunes prendre confiance en eux, ça c'est, je pense, la plus belle des récompenses sur une semaine. Et j'ai une petite de 12 ans qui m'avait dit à la fin d'un séjour, l'envol m'a appris que la vie c'était fait pour s'amuser. On a eu des retours comme quoi l'envol, ça a vraiment changé, en tout cas leurs vacances pour certains, parce que ça leur a permis aussi de s'échapper un peu. Et ils reviennent tous avec le sourire, donc je pense que dans l'histoire, tout le monde est content. Je voudrais remercier B2V pour cette reconnaissance qui nous touche énormément, qui est extrêmement significative et qui va nous encourager à développer nos actions, parce que nous avons encore beaucoup d'idées, beaucoup d'envie pour aider les enfants et leurs familles à se battre contre la maladie. Alors juste, je vais essayer de revenir sur le PowerPoint si j'arrive à fermer la vidéo. Désolée, ça... Ah, ça y est. Donc comme vous avez vu dans la vidéo, l'idée c'est vraiment de passer des bons moments tous ensemble, quel que soit notre séjour. Là bien sûr c'est la vidéo qui concerne le séjour frères et sœurs, mais sur tous nos séjours, voilà, l'idée c'est vraiment de passer un bon moment tous ensemble, en famille. Voilà, désolée, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà. Et donc, je voulais juste, pour finir, vous parler un peu de l'impact de ces séjours, puisque donc, sur le séjour qu'on a mis en œuvre en 2020, le séjour pour la fratrie, où donc là, on a accueilli les enfants malades ou en situation de handicap et leurs frères et sœurs. Et on a donc mené une étude à la suite, à la fois auprès des enfants à la fin du séjour, mais également 3 mois après auprès des parents, pour savoir un peu ce qui avait été bénéfique pour leurs enfants. Et ce qui ressort avant tout, et c'est quelque chose que le professeur Sell a mis tout à l'heure en avant, c'est les capacités relationnelles, c'est cette capacité à se faire des amis, puisque 100% des enfants qui ont participé se sont fait des amis. Alors ça peut paraître super anodin comme ça, mais pour ces enfants-là, c'est pas le cas.
souvent, c'est des enfants qui sont plutôt isolés, qui sont souvent moqués. Et là, il y a un climat de bienveillance entre eux, une solidarité qui est impressionnante. Et ça permet justement, tout le monde se sent à l'aise, se sent intégré, se sent inclus, et puisse participer à 100% et surtout puisse se faire des amis pendant ce séjour. Un autre facteur qui ressort énormément, c'est sur le gain de confiance en soi, notamment pour les enfants malades, où les parents considèrent que ce séjour a aidé leurs enfants à s'affirmer par rapport à leur maladie, également par rapport à l'autonomie. C'est des parents qui nous disent que leurs enfants osent faire plus de choses par eux-mêmes après avoir participé à ces séjours. Pourquoi ? Souvent aussi parce que les parents ont tendance à plus coucouner un peu leurs enfants, etc. Et que là, on leur laisse l'opportunité justement d'être eux-mêmes, etc. Et du coup, ils en ressortent un peu plus autonomes. J'ai souvent des retours de parents qui me disent maintenant, il veut prendre sa douche tout seul, ou en tout cas, il veut nous aider pour la toilette, etc. Chose qu'il ne faisait pas du tout avant. Donc voilà, des belles expériences. Sur ce séjour particulièrement, bien sûr, c'est resserrer le lien fraternel qui ressort, où les enfants disent qu'ils ont envie de faire plus d'activités ensemble à la maison. Et également, du coup, par rapport à ses frères et sœurs, le sentiment de se sentir moins seul, et ça, tout le monde en a parlé ce soir, je pense qu'on est tous convaincus là-dessus. Ses frères et sœurs, ils ont besoin de s'exprimer, et qui est le plus à même de les comprendre ? Je pense d'autres frères et sœurs qui vivent les mêmes situations qu'eux. Je vais finir avec des paroles de frères et sœurs ou de parents. On a Léa, 12 ans, par exemple, qui nous dit « Voir toutes ces personnes qui sont dans le même cas que moi, ça me permet de partager et d'être comprise. » On a Brahim, 16 ans, qui nous dit que pour résumer, l'envol en un mot, c'est l'amour, parce qu'il y en a beaucoup entre tout le monde pendant le séjour. On a Théo, 10 ans, qui nous dit que c'est important d'avoir un séjour juste à lui, que ça lui montre qu'on n'est pas inexistant. Et enfin, on a la maman de Annie, 13 ans, et Nour, 9 ans. C'était une belle occasion de les voir partir ensemble, car ils ont été séparés trop longtemps à cause de la maladie, et pour nous, de souffler un peu. Voilà pour moi, j'ai fini ce que j'avais à vous dire, et du coup, je pense que ça va être le temps des questions. Je repasse la parole. Merci beaucoup, effectivement, pour ces présentations et ces belles initiatives. Il y a de nombreux commentaires dans la barre de conversation pour souligner le besoin de souffler, la qualité de ces initiatives, etc. Alors peut-être j'avais noté quelques questions qui étaient apparues pendant vos présentations. Donc il y avait notamment une question concernant les pachas, donc, où une personne demandait s'il existait des antennes ou dans d'autres départements un petit peu le même type d'association, ou même les pachas qui pouvaient se développer là. Et puis une autre question qui avait été posée pour l'intervention de Madame Le Cellier autour du comment travaillez-vous le réajustement cadet aîné. Donc vous avez parlé de ce travail. Voilà, et puis je vous donne peut-être une dernière question qui était intervenue pendant la présentation de Régine Selle sur la question, est-ce que vous savez s'il y a une influence de la place dans la fratrie et du sexe dans la fratrie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est connu à ce sujet? Voilà, entre autres, les questions. Peut-être je vous laisse répondre sur la question des pachas et puis des APF, et puis ensuite Régine. Donc, alors j'ai pas remis la vidéo. Pour l'association des pachas, donc non, on est une toute petite association, donc les pachas n'existent pas en tant que tels ailleurs en France. Par contre, il y a quand même dans énormément de départements plein de petites associations et d'initiatives qui existent. Alors, je crois que la question, c'était dans le Var. Comme ça, je ne connais pas, mais en tout cas, on pourrait creuser la question de savoir ce qui existe là-bas. Et voilà, on pourrait prendre contact par mail, et puis peut-être on pourra chercher ensemble ce qui existe là-bas. Merci. Sur le travail de réajustement cadet aîné, peut-être
Oui, après, en un tout petit temps, ça va pas forcément être évident. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que la manière dont on va accompagner, en fait, les frères et sœurs, justement, sur ces questions de place entre cadets et aînés, on peut travailler de plusieurs manières. Soit en accompagnant les frères et sœurs en individuel, soit en travaillant avec la fratrie, soit en travaillant avec les parents ou avec toute la cellule familiale. Souvent, c'est de plusieurs manières, justement. On va faire plusieurs propositions et puis on va essayer, en fait, je pense de manière globale, de permettre déjà à chacun de pouvoir dire les choses, d'être entendu peut-être aussi par les autres membres de la famille, et puis de voir ensuite comment chacun va pouvoir être entendu dans son besoin. Peut-être que l'enfant en situation de handicap, il va pouvoir dire « moi, j'ai pas envie forcément qu'on prenne soin de moi comme ça, ou je ne demande pas à ce qu'on fasse à ma place ». Et puis peut-être le frère ou la sœur va pouvoir aussi être entendu dans son besoin à lui. Et en fait, c'est vraiment un ajustement qui va se faire en fonction de la famille et en fonction des besoins de chaque enfant, en fait. Mais il y a plusieurs modalités. D'accord. Merci de ce retour aussi. Régine, donc, je sais pas, une question donc sur l'influence de la place dans la fratrie ou du sexe par rapport à ce qui est connu et observé. Alors, moi, je voudrais faire 2 remarques déjà par rapport aux 3 excellentes présentations qui nous ont été données. Une première chose, tous les frères et sœurs ne sont pas des aidants et il ne faut surtout pas que tous les frères et sœurs soient des aidants. Donc ça, je pense que c'est important. Et la deuxième chose, je trouve que c'est super bien que vous ayez mis le focus sur les loisirs. Hein, ça, je trouve que c'est vraiment une excellente chose. En même temps, quand un frère et sœur dit « je ne veux plus aller dans les groupes de frères et sœurs » ou « je ne veux plus aller dans les loisirs organisés avec mon frère handicapé », ça peut être un signe de bonne santé psychique. Moi, j'ai eu, par exemple, plusieurs fois à dire à des frères et sœurs, tu n'es plus obligé de venir au groupe de frères et sœurs, tu peux vivre ta vie en dehors Donc, je trouve que enfin, je remercie beaucoup les présentations et en même temps, je tiens à dire que le destin des frères et sœurs, c'est aussi de quitter la famille, de prendre de l'indépendance et que le handicap ne soit pas l'organisateur de l'ensemble. Hein. Donc juste qu'il faut pouvoir ouvrir pour que l'enfant puisse dire « je n'ai pas envie, voilà, je ne veux plus ». Et puis peut-être que 10 ans après, il voudra à nouveau. Enfin, voilà. Alors par rapport à la place et au sexe, alors, dans les situations d'inclusion, les études montrent que les petites filles sont plutôt aidantes, plutôt maternantes pour les enfants en situation de handicap. Ça, toutes les études le montrent. Dans la famille, je dirais vraiment que c'est une question de dynamique familiale. Plus que de place dans la fratrie ou de sexe. Notre société a changé. Donc, quand il y avait 12 enfants dans la fratrie ou 7 enfants dans la fratrie, les questions pouvaient se poser en termes d'aînés, de derniers-nés, etc. Quand on est dans des fratries de 2 enfants, 3 enfants, les questions se posent de façon un peu différente. Donc, aujourd'hui, en tous les cas, sur les fratries telles qu'elles existent aujourd'hui, on n'a pas de travaux scientifiques qui montrent de façon certaine, c'est plutôt l'aîné qui prend cette position. Ça dépend de l'âge des enfants, ça dépend si l'enfant naît après que l'enfant ait développé les difficultés ou après. Enfin, c'est très, très compliqué. Par contre, dans les inclusions scolaires et même dans les inclusions à la crèche, il y a évidemment le genre qui va jouer et on s'aperçoit que les petites filles mais les choses évoluent. C'est-à-dire que dans la dernière étude que j'ai menée sur les relations entre enfants de 0-6 ans en crèche et halte garderie, les choses étaient un petit peu moins claires. C'est-à-dire les stéréotypes de genre évoluent aussi dans nos sociétés. Mais dans la famille aujourd'hui,
à part repérer, mais ce qu'a bien dit la collègue et ce que j'ai cité, c'est-à-dire ce qui va se passer quand le cadet dépasse l'aîné, ça c'est vraiment quelque chose qui est très répertorié dans la littérature, mais est-ce qu'il y a une place plus en difficulté, moins en difficulté? On ne peut pas le dire aujourd'hui, en tous les cas dans les fratries restreintes, telles qu'on les connaît dans la plupart des familles aujourd'hui et dans notre culture. Parce que si vous me dites, est-ce qu'au Mali, les familles maliennes qui sont en France, c'est pareil, je vais vous dire non. Donc c'est très culturel tout ça. Tout à fait, ouais, merci pour ces éléments de réponse hein, qui nous permettent d'avancer encore et de rappel aussi, Régine, peut-être sur cette question de l'enfant aidant qui est certes quelque part aidant, mais qui ne doit pas être désigné du coup et destiné à être aidant pour la vie en fait. Et surtout, l'enfant en situation de handicap a besoin de pères non aidants. Il a besoin aussi d'aider. Hein, donc, et puis, alors ce qui est très important aussi, c'est pour ça que je me permettais de le souligner, c'est qu'il faut que cette position d'aidant puisse bouger. C'est-à-dire que si le frère qui aide son frère à un moment ne veut plus l'aider, ça ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas. Ça peut vouloir dire que justement, maintenant, c'est devenu un frère. Je vous rappelle la petite fille qui dit, t'as vu ce qui s'est pris comme ce que Maëlys s'est pris hier soir. Hein, donc, quand l'aidant ne devient plus aidant, peut-être que c'est un signe de bonne santé de la fratrie. Est-ce que parmi les intervenants, vous voulez réagir, rebondir? Est-ce que vous avez des interrogations? Pourquoi pas? Juste du coup, moi j'aimerais rebondir sur une question qui a été posée tout au début sur comment amener sa famille à un groupe de parole. J'ai juste un exemple qui me vient en tête. On a une famille, on a des familles qui ont participé à un week-end famille et dont les trois mamans, lors d'un temps d'échange avec la psychologue, mettent en avant que d'habitude à l'hôpital, elles n'ont pas du tout envie d'aller voir la psychologue, elles n'ont pas du tout envie de parler. Et là, dans un autre contexte, le fait qu'elles soient sur un week-end de détente, de loisirs, etc., la psychologue est présente et participe à tous les temps de loisirs, de balades ou autres. Et du coup, là, les mamans ont plus facilement pu parler. Et deuxième petit exemple, c'est qu'on a un papa qui est venu sur 3 week-ends famille avant de se dire, tiens, là, je vais aller parler avec la psychologue. Jusqu'à maintenant, il profitait du séjour pour créer du temps avec ses enfants, rencontrer d'autres gens, etc. Mais pas spécialement pour aller sur des temps d'échange avec la psychologue. Et au bout du 3e séjour, il a décidé d'y aller. Donc je pense qu'effectivement, chacun doit prendre le temps et il y a un moment donné où ça vient et on a besoin d'en parler. Et des fois, il y a des dispositifs qui sont là pour ça et c'est le moment de franchir le pas. Oui, merci beaucoup pour cette illustration par les situations. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant de terminer ce 3e webinaire? Alors, on a pu apprécier les dessins d'Éric Appéré, hein, vraiment qui viennent vraiment mettre du sourire, de la distance, et ce que je disais dès le début hein, aussi, avec beaucoup de bienveillance dans tous ces dessins. Alors, je ne vois pas pour le moment d'autres questions. Du coup, je pense que nous allons pouvoir terminer ce 3e webinaire en vous remerciant beaucoup pour la qualité de vos interventions, vraiment, qui nous apportent matière à réfléchir, à connaissance, à imaginer, envisager aussi des possibles. Ça, c'est vraiment très important.
Et puis, je vais du coup vous souhaiter un prochain. On se retrouve la semaine prochaine pour le 4e et dernier webinaire. Voilà, donc toujours sur les mêmes horaires et avec toujours autant de plaisir à partager ces moments autour de l'AVC de l'enfant. Je vous souhaite une très bonne soirée et vous remercie encore de la qualité de ces échanges aujourd'hui. Eh bien, bonne soirée à tout le monde et puis merci de cette invitation. Bonne soirée également. Au revoir. Merci. Au revoir. Au